Si vous pensez que les personnages de Prometheus et Alien Covenant sont débiles, vous allez détester cet épisode. Alien Earth, épisode 6. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il n'y aura que des spoilers, donc si vous n'avez pas vu le dernier épisode d'Alien Earth, quittez cette vidéo, revenez après parce qu'on va tout spoiler dans 3, 2, 1, c'est parti. L'épisode 5 de la semaine dernière a beaucoup divisé, j'étais l'un des seuls à l'avoir vraiment détesté, Pour moi ça reste la pire chose qu'on ait jamais vue dans l'univers Alien, j'assume, je sais que je suis dans la minorité, je sais que vous êtes beaucoup à avoir adoré, je sais que c'est l'épisode préféré de beaucoup de personnes, mais moi c'était pas possible. Je l'ai expliqué, je vais pas répéter. Donc là, lorsqu'on est revenu sur l'île dans cet épisode-là, je me suis dit, ok, peut-être je vais de nouveau apprécier la série parce que c'est ça que j'aime bien, moi, les expériences, les discussions sur l'entreprise, le côté hybride, et c'est aussi ce qui intéresse évidemment le showrunner, je le répète chaque semaine, mais le showrunner est intéressé par plutôt le côté philosophique que le côté horreur de l'alien. Et justement, Cavalier continue de réciter Peter Pan tout l'épisode, c'est de moins en moins subtil, il parle des enfants qui grandissent tous sauf un, qui aura un lien évident avec Wendy et les différents hybrides, et je suis assez étonné par pas mal de choses. Premièrement, le nid qui s'est développé ici, j'ai l'impression que c'est une créature qui sort de nulle part et qu'on n'a pas vraiment vu ce nid avant, mais à la limite, pourquoi pas. Et je suis étonné par le Xeno qu'ils ont facilement attrapé, je pensais vraiment qu'ils allaient se balader dans ce labo. Alors oui, le labo était fermé de base, mais ils l'ont rapidement enfermé, certes, c'est logique, mais j'étais quand même un petit peu surpris, et je continue à bien apprécier le travail sur les reflets qu'on voit évidemment ici avec le reflet de Wendy par exemple, et on sent ce lien qui est fait entre les deux par les reflets, comme le montage utilise souvent le fondu enchaîné. C'est quelque chose d'assez intéressant et moi j'aime bien ça dans la série, je trouve que c'est efficace et tu sens ce lien qu'il y a entre les deux. Même si le xénomorphe attaque tout de même, ça parle de cette thématique de l'animal, parce que l'animal est souvent cité ici, il y a ces discussions par rapport à la sécurité physique, mais surtout émotionnelle de Wendy qui est mise en avant par son frère, et il parle du sujet d'être une famille, ce que je trouve intéressant parce que c'est la thématique de l'œuvre de manière générale aussi, c'est la famille, c'est les parents, c'est les enfants, et il rappelle quand même que c'est juste une enfant. Évidemment, Kirsch lui pose vraiment la question, est-ce que tu es sûr ? Est-ce que tu penses que c'est vraiment une enfant? Il lui dit qu'il serait naïf de vouloir quitter cette île et que de toute façon il ne pourra pas. Il est en train de briser son rêve et d'ailleurs le rêve de son frère est régulièrement brisé lors de cet épisode parce que lui clairement complote pour s'en aller avec sa sœur, mais tout le monde lui dit que c'est pas possible. Et je trouve ça assez intéressant et ça crée encore des doutes sur les vraies motivations de Kirsch parce que tu sens qu'il bosse pas vraiment pour Cavalier, tu sens qu'il fait son truc de son côté, mais qu'est-ce que c'est son truc? Dans quelle direction il va aller? Pourquoi et comment? Et ça m'intéresse et ça j'aime bien. J'espère vraiment que son arc narratif ne sera pas décevant parce que j'ai envie de savoir comment il va finir cette saison. Pourquoi il fait ce qu'il fait et dans quelle direction la série va aller à cause ou grâce à lui. En tout cas, on parle encore une fois de ce robot rebelle potentiellement fou, entre guillemets, qui se fait scanner car visiblement elle a un problème mécanique. Évidemment, les parents, entre guillemets, encore une fois, je veux dire parents, toute cette critique, mais entre guillemets, c'est quelque chose qui explique plutôt comme un problème mental, psychologique, il faut une vraie thérapie parce que le passé la rattrape plutôt que juste un changement d'algorithme, de mémoire et tout. Cependant, le bras droit de Cavalier, ce qui fait que je trouve assez intéressant dans cette œuvre, c'est qu'il s'en fiche. Lui demande d'effacer la mémoire, de changer sa personnalité, de la rendre docile. Et c'est le débat constant qu'a la série par rapport à la philosophie de ce qui nous définit. Est-ce que c'est nos souvenirs qui nous définissent? Est-ce que c'est notre nature? Est-ce qu'on est né comme ça? C'est l'inné versus l'acquis. Est-ce que cette personne est une machine, un humain? A-t-elle une conscience? Si on peut effacer sa conscience, est-ce qu'elle a quand même une conscience? Est-ce que c'est l'équivalent d'une lobotomie en réalité pour ces machines? Et surtout qu'en fait, ses parents sont contre. Donc il y a plein de débats philosophiques qui intéressent Noah Hawley, le showrunner, que moi j'aime bien et je trouve aussi intéressant dans cette série parce que je vois que c'est le cœur de la série. Et justement, le père, entre guillemets, se fait virer car s'y oppose pendant une seconde. Et c'est aussi une critique du capitalisme. Si tu t'opposes au capitalisme même pendant une seconde parce que tu aurais potentiellement un argument contre ton boss, tu te fais virer comme ça. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette série. Le débat sur les différences entre parasites, vous savez, c'est ce qu'il cite, créatures tueuses et humains, et la communauté. C'est ça la différence d'après le frère. Cependant, elle, Wendy, répond qu'en fait, les fourmis, les abeilles, choses par rapport auxquelles les xénomorphes ont toujours été comparés depuis l'Aliens de Cameron. Elle prend bien des espèces qui sont inoffensives pour les humains, les abeilles, les fourmis, pour faire cette comparaison, parce qu'elle voit la bonté dans ces xénomorphes, elle communique avec, c'est ça qui va être fascinant je pense dans les 2 derniers épisodes, et j'aime beaucoup aussi l'aspect familial qui est de nouveau mis en avant, parce que lui est fier d'elle, il le dit ouvertement, et il dit aussi l'importance du mot non.
Il y a un côté par rapport au consentement, évidemment, parce qu'il y a un robot qui vient de se faire effacer la mémoire sans son consentement, donc c'est important d'avoir le consentement et de pouvoir profiter pleinement de son corps et de ne pas avoir littéralement des choses enlevées de son corps, comme la mémoire, mais aussi l'obéissance. Dire non à quelqu'un ne devrait pas avoir des répercussions extrêmes, alors que là, il y a 2 secondes, il y a un mec qui vient de perdre son emploi. Donc, encore une fois, la série, lorsqu'elle a ces discussions, ces dialogues, elle est vraiment thématiquement réussie, je trouve, et c'est ce qui me fascine aussi dans l'œuvre, et c'est ce que j'aime bien. Maintenant, d'un point de vue technique, la musique rock ne marche pas du tout. Par contre, dans le symbolisme, avoir cet homme-là qui est jambe ouverte ici, ça crée plusieurs choses. Premièrement, c'est insultant, c'est immature, mais surtout, c'est une position qui est à la fois sexuelle et qui ressemble à un accouchement. Peut-être je suranalyse pour l'accouchement, mais vu qu'on est dans une série qui parle constamment d'accouchement, je pense qu'il est en train aussi d'accoucher de quelque chose ici. Sa stratégie peu professionnelle, clairement déstabilise, il utilise le terme « honey » qui clairement rabaisse aussi, et l'excuse de l'attaque criminelle. Il dit que la Yutani a potentiellement attaqué avec ce vaisseau son empire, l'empire de Prodigy. Et il se met sur la table comme un xénomorphe, comme un prédateur, parce qu'elle pense clairement avec la mentalité de l'argent, en tant qu'excuse évidemment, mais lui est un prédateur qui s'en fiche de l'argent et qui veut juste retarder l'échéance pour pouvoir lui-même avoir ses propres xénomorphes. Donc c'est clairement quelqu'un qui et sur le côté plutôt psychologique de la guerre des négociations, là où Yutani est plus, vous savez, cette corporate avec des règles et tout, même si derrière, évidemment, il manigance et veut aussi rentrer dans la facilité de recherche de labo de cet homme sans son consentement. Donc c'est intéressant ce sabotage industriel et ces négociations qui vont nulle part parce qu'en fait c'est un enfant qui déstabilise clairement les autres entreprises. Autres entreprises que je pense qu'on verra à l'avenir dans la série, peut-être pas cette saison, mais je pense que ça va être aussi intéressant. Et le débat sur l'humanité continue aussi parce qu'il y aura tout ce contexte hyper intéressant sur lui qui joue pas avec les règles habituelles des humains dans l'entreprise, mais surtout aussi le robot, le cyborg en tout cas, qui parle de la douleur. Il dit que tuer des androïdes est satisfaisant parce qu'ils ne ressentent pas la douleur. Et lui, il voit ça comme quelque chose qui est néfaste pour lui aussi. Le côté robot qu'il a en lui, je ne pense pas qu'il l'apprécie. Donc tuer des androïdes est quelque chose qui est satisfaisant pour lui parce que c'est comme tuer une partie de lui-même qu'il n'apprécie pas. Et ce que dit l'android ici est hyper intéressant. Il dit qu'en théorie, il pense en tout cas, que la douleur devrait être la chose satisfaisante. Quand tu tues quelqu'un, tu fais du mal à un humain, c'est le fait de le voir souffrir qui doit être satisfaisant. Donc, d'un certain point de vue, ce personnage de Kirsch est plus sadique que notre cyborg ici. On se pose la question, qui est le plus humain? Cette personne-là qui comprend littéralement que la douleur est satisfaisante, donc ça montre son côté sadique mais fatalement humain aussi, ou cette personne-là qui préfère faire du mal à des robots parce qu'ils ne subissent pas la douleur. Donc c'est un débat que je trouve encore une fois intéressant et qui parle de ce personnage-là. Et il y a plein d'idées comme ça, encore une fois, le fondu sur ce personnage-là qui est en train de perdre la mémoire. On a plein de séquences avec des scènes d'avant parce qu'on est en train d'effacer sa mémoire et elle les revit peut-être entre guillemets une dernière fois. Et le fait de se réveiller dans une chambre pour enfants, c'est symbolique évidemment, voilà, c'est de nouveau une enfant, elle est redevenue, son humanité et sa rébellion d'après moi vont revenir, mais le symbole est là pour l'instant et ça choque Wendy. Évidemment, c'est pas pour rien qu'on la voit ici dans le miroir, c'est qu'elle vient de débloquer d'une certaine manière, par la mise en scène, une nouvelle version d'elle, cette version bien plus rebelle qui va s'assumer. Et cette image présente ici, c'est le symbole de ça. Elle comprend ce qui se passe, on a la narration de Cavalier, encore une fois, qui récite du Peter Pan et souligne l'événement en question. Alors oui, c'est pas subtil, mais pour moi c'est efficace dans la série, surtout que ça va constamment parler d'humanité. L'humanité de ces personnages-là, qui sont des hybrides, avec cet homme qui est anxieux et l'autre qui lui fait un câlin, parce qu'il ressent l'anxiété et il a envie de l'aider. Parce qu'il comprend pas qu'en fait ce mec-là va faire une chose horrible, mais vu qu'il a une humanité, il l'aide et il lui fait ce câlin. Et je trouve ça intéressant parce que lui va faire quelque chose qui est néfaste, qu'il n'a pas envie de faire, mais c'est symbolisé par cette mise en scène avec l'œuf qui s'ouvre, comme lui qui s'ouvre entre guillemets, il ne pourra pas faire marche arrière cette fois-ci, et c'est ça qui va être intéressant, c'est que ce fondu-là enchaîné, on entend la voix du capitaine par-dessus. Donc il n'y a pas de retour en arrière possible, et il utilise l'excuse de la jalousie, du fait que Wendy a une famille mais pas lui, et il aimerait avoir une famille. Chose qui est intéressante parce que ça a souvent été utilisé dans l'œuvre, depuis le début il parle du fait qu'il est indien, de sa religion à l'époque, donc je trouve que c'est vraiment bien fait de ce point de vue-là. Mais ce qui est fort aussi et raté à la fois, c'est que ses amis de Hermite, c'est le frère Hermite si je dis pas de bêtises, n'ont pas vraiment d'humanité. C'est-à-dire que eux sont des humains, pourtant ils sont méprisants envers les robots, ils sont méprisants envers les animaux, ils ont cette discussion sur la sécurité et ils essaient aussi de le démotiver de quitter l'île, parce qu'ils ont compris que lui veut s'en aller. Et pourquoi ils essaient de le démotiver? C'est qu'en fait, eux ont une situation économique stable. Ils ont été corrompus par le capitalisme parce que eux vont bien.
en réalité. Et ils sont prêts à perdre leur humanité pour un travail qui leur convient. Et encore une fois, moi je pense que ça aurait eu beaucoup plus d'impact si ces gens-là étaient des vrais personnages. Mais en fait, ils sont juste là de temps en temps. On ne ressent pas du tout l'amitié entre eux. Ils ont zéro alchimie. C'est un peu dommage. Et c'est ça qui est triste parce qu'en fait, ça aurait pu être bien si ses amis étaient là à progressivement se faire déshumaniser par le capitalisme, alors que lui, au contraire, veut sauver sa sœur, avoir une famille au-delà des barrières de cet endroit. Ça aurait pu être intéressant. Mais fatalement, c'est vide. Là où lui essaie de développer une relation avec sa sœur, elle essaie de développer une relation avec le xénomorphe. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont frères et sœurs, entre guillemets? Est-ce que le xénomorphe va quand même l'attaquer? Qu'est-ce qui se passe réellement? Et j'aime bien parce qu'il joue sur ça constamment. Je veux dire, on parle des humains, des prédateurs, tout le temps dans cette série. Et il y a même ce petit gag sur le poisson qui attaque les deux hybrides qui sont là. Parce que potentiellement, le poisson fait peur. Voilà, la petite bête qui fait peur à la grosse, le côté prédateur et tout. C'est rigolo, ces petits détails qu'il y a dans l'œuvre. Mais pour moi, c'est raté. Parce que là, on n'est qu'à 25 minutes, 30 minutes d'épisode. Il reste la moitié de l'épisode. Et à partir de là, pour moi, ça tombe dans tous les travers que j'aime pas avec cette série. C'est-à-dire que oui, l'enfant qui va ouvrir cette porte est certes complètement con, mais c'est un enfant. Je peux l'accepter. Oui, c'est débile, oui, c'est frustrant, mais c'est logique pour moi scénaristiquement, comme Prometheus et Covenant étaient logiques aussi. Mais par contre, si vous n'avez pas aimé les réactions des gens dans Covenant Prometheus, vous allez détester les réactions des gens ici. Parce que ce mec-là est un enfant qui doit obéir aveuglément. C'est comme ça qu'il a été programmé, et c'est un enfant qui écoute l'autorité parentale. Après, j'aime bien l'idée du mouton qui va le déstabiliser et qui va donc aider les autres aliens. Parce que précédemment, j'avais un doute sur est-ce que l'œil était gentil ou méchant. Et là, on comprend vraiment qu'il est méchant et qu'il veut sauver les autres espèces. Est-ce que le mouton sera une sorte de leader? Ou en tout cas, l'œil sera une sorte de leader. Je pense que ça peut être très intéressant. Et je suis quasiment sûr que la série va finir avec l'œil dans l'un des humains. Et ça en fait l'une des créatures les plus humanisées, entre guillemets, de l'œuvre. Encore une fois, la porte qui se ferme sur lui... C'est un peu stupide, surtout au fait, vu que c'est un enfant, il réalise pas le danger de ces créatures. Et en plus de ça, le souci, c'est qu'en fait, ces androïdes, ces hybrides, entre guillemets, ces humains dans ces corps d'androïdes, ils ont été élevés avec l'idée qu'ils étaient super puissants, qu'ils étaient bien plus forts qu'un xénomorphe. Je veux dire, littéralement, dans l'épisode, on dit que Wendy a tué un xénomorphe, pourquoi est-ce qu'elle devrait avoir peur? Bah lui, c'est peut-être la même chose. Il se dit ça, il dit, bah ok, Wendy a tué un xénomorphe, pourquoi j'aurais peur de 2-3 bestioles? Donc il y a toujours un débat sur l'hubris de l'homme, la technologie, à quel point l'humain, sa technologie peuvent faire face à la nature. Et pourtant, c'est la nature qui gagne. Je suis très fan du design de ces créatures avec leurs trompes, leurs poches, leurs ailes. C'est assez particulier, c'est original. J'aime bien. Et encore une fois, l'idée d'avoir un parasite qui crache de l'acide, qui pond visiblement des choses dans cette créature, j'aime bien. Parce que là, clairement, c'est plus un hybride, c'est plus un humain. Peut-être le disque dur est intact, mais ça m'étonnerait. Mais surtout, maintenant, c'est une sorte de nid. Voilà, pour eux, c'est juste quelque chose qui a été complètement déshumanisé. Et c'est quelque chose qu'ils utilisent pour se reproduire, j'imagine. Donc ça, j'aime bien, je trouve que c'est plutôt cool. On a la confirmation que Wendy va clairement se rebeller. Elle confronte sa mère, entre guillemets. Elle la prévient presque qu'elle va se rebeller. Elle a compris les dérives de cette prison et elle n'en peut plus, clairement. Et cette mère essaye de justifier ce qu'elle a fait. Elle essaie de justifier la déshumanisation par rapport à ses amis. Mais en fait, elle sent au fond d'elle que c'est mal aussi. Et surtout maintenant, vu que son mari est mort, elle va aussi se rebeller, c'est une évidence. Donc oui, elle est déçue, mais elle comprend ce qui se passe et comprend aussi pourquoi Wendy se rebelle. Et ils vont tous faire équipe, j'imagine, contre Cavalier. Mais je pense pas qu'elle va survivre pour le coup. Je pense qu'elle sera victime aussi ou des aliens, ou de Kirsch ou Cavalier, quelque chose comme ça. Donc j'aime bien tout ce qui se passe ici. Et j'aime bien aussi comment cet homme-là, ce père, encore une fois, entre guillemets, sauve ou essaie de sauver Wendy et les autres avec ce code secret qu'il donne à son frère via le texte qu'il écrit à l'écran. Il veut vraiment partir en faisant quelque chose de positif, en sauvant ses enfants de manière générale. Maintenant, j'ai un peu un souci, c'est-à-dire que là, on a notre scientifique qui va voir l'un des enfants qui est décédé. On a littéralement la caméra qui nous montre ici le visage avant de cutter, changer vers un autre plan. Et on voit ici le POV donc du scientifique, mais on voit pas le visage. Donc, par la mise en scène, moi je comprends que le père n'a pas vu le visage de la personne en question. Cependant, la réaction qu'il a, j'ai l'impression qu'il a vu ou pas. En fait, je sais pas trop. Est-ce qu'il a ouvert la porte parce que c'est son instinct paternel, il a envie de sauver cette personne, peu importe si c'est dangereux ou pas, parce que voilà, c'est comme ça qu'on fait lorsqu'on est un père. Est-ce qu'il n'a pas vu le visage qui est brûlé et il a compris? Pour moi, la mise en scène me prouve qu'il n'a pas vu. Mais vu sa réaction, vu ce qui se passe, vu le scénario, j'ai l'impression qu'il a compris, mais ouvre quand même la porte pour essayer de potentiellement sauver cet enfant.
Pour moi, ça se tient. Alors oui, c'est une réaction qui est stupide, mais elle est émotionnelle. Et je veux dire, les personnages dans ces œuvres-là, ils font des choix stupides parce que leurs émotions sont plus importantes. Et oui, ça va beaucoup frustrer certaines personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, ça me dérange jamais ce genre de truc dans les œuvres parce que c'est justifié et c'est intéressant. Mais dans la mise en scène, la manière dont c'est montré, j'ai l'impression qu'ils ont un peu raté ça parce que on sait pas trop ce qui se passe réellement, juste de ce point de vue de est-ce qu'il a vu ou pas. Mais dans tous les cas, je pense qu'il aurait ouvert la porte hein, parce que c'est son instinct paternel. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que je trouve que l'horreur par la suite ne fonctionne pas. Le drame non plus. La trahison ne marche pas du tout parce qu'on n'est pas assez attaché à cet homme. La peur, l'angoisse du facehugger ne marche pas non plus, je trouve. Tu ressens rien pour ce mec en réalité. C'est un épisode qui est d'après moi super basique. J'aime bien la phrase qu'il a par rapport qu'il a une famille et lui aussi répond la même chose. Lui aussi il a une famille parce que ça a plusieurs évidemment couches entre la famille qu'il a dans ce labo par exemple, le fait qu'il est avec quelqu'un en couple et tout. Donc il y a plusieurs couches et je trouve ça pas mal. Mais fatalement, moi ce qui me déçoit c'est que là il reste 2 épisodes. On va remettre un Zeno en plein milieu de tout ça. J'ai pas envie de me retaper 2 épisodes d'action. Et surtout que maintenant les Zeno soient en dehors du labo. Donc moi, honnêtement, j'aime bien quand il parle de philosophie, j'aime bien quand il parle de ces débats sur l'humanisation de ces androïdes et tout, mais fatalement, si c'est l'action horrifique les 2 derniers épisodes, ça va pas me plaire, ça va me saouler. J'espère qu'ils vont plus utiliser les extérieurs par la suite, et j'espère que Kirsch sera bien utilisé, mais honnêtement, je suis un peu déçu. Je veux dire, l'épisode est ok, mais il est basique, sans plus. Il reste 2 épisodes, c'est bientôt la fin. Est-ce que vous ressentez que c'est bientôt la fin? Personnellement, non. Donc j'ai un peu du mal avec ça. Alors oui, le mouton, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, je le kiffe, mais c'est tout quoi. J'ai pas ressenti grand chose en regardant cet épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Honnêtement, pour l'instant, Alien Earth, j'aime bien sans plus quoi. C'est ok, mais les 2 derniers épisodes vont être vraiment décisifs sur le fait de vouloir voir une suite, à quel point elle sera bien. J'ai hâte de voir les audiences aussi, elles n'ont pas encore été annoncées. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent cette série? On n'est pas beaucoup à en parler sur les réseaux de manière générale, que ce soit dans la francophonie ou l'anglophonie. Qu'est-ce qui se passe quoi? Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Avez-vous adoré ou détesté cet épisode? Dites-moi. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur Spotify, TikTok, Instagram, Facebook et Twitch. Moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.